D'abord, je vous remercie, je suis très contente d'être là. Je suis ici comme à chaque fois que je parle à l'université de jeux de rôle, à la fois en tant qu'universitaire et en tant que productrice, puisque je travaille dans le jeu de rôle depuis maintenant un certain temps. Je suis partie d'un double constat, le jeu de rôle est le fils du wargame, donc d'un jeu et de la fantasy, et il a noué d'importants liens avec la littérature de jeunesse dans un sens ou dans l'autre, puisque de nombreux jeux de rôle ont été adaptés d'œuvres de littérature de jeunesse, et à l'inverse, le jeu de rôle a donné lieu à une production, peut-être pas pléthorique, mais quand même, de livres dérivés de jeux. De son côté, la littérature de jeunesse est polymorphe et elle possède des caractéristiques particulières, notamment une certaine dimension ludique. C'est une pratique fictionnelle que Nathalie Prince rapproche d'une pratique orale, qui sont assez proches du jeu de rôle. Donc que j'ai abrévié JDR ici, ça prend moins de place. Alors je me suis posé une question, le jeu de rôle n'est-il pas tout simplement une forme parmi d'autres de littérature de jeunesse ? Et ma première réponse a été, mais non. En fait, au vu du marché, quand on va sur les conventions, on voit finalement assez peu de jeunes et le public a tendance à vieillir, même si à l'origine il était plutôt jeune. Et pareil, ces productions se font de plus en plus proches de thématiques adultes qui sont plus proches finalement des séries télévisées que de ce qu'on peut rencontrer en littérature de jeunesse, quoique souvent on a des chevauchements extrêmement bizarres. Donc ma deuxième hypothèse est un peu plus nuancée. Je me suis demandé si le jeu de rôle n'a pas été pensé originalement comme une forme de lecture et de jeu tournée vers la jeunesse. Et je pense qu'il en a gardé une série de traits distinctifs qui le rapprochent de la littérature de jeunesse. D'où mon positionnement théorique. Et donc je vais plutôt parler de jeu de rôle que de littérature de jeunesse, puisque je ne suis pas spécialiste, mais travaillant sur la littérature de l'imaginaire, forcément on flirte toujours avec la littérature de jeunesse. Donc mon plan est en 3 parties, c'est très original. D'abord, donc, je vais essayer de soulever les traits pragmatiques communs, les traits matériels et enfin des traits poétiques. Je fais une petite remarque méthodologique, comme je ne suis pas spécialiste de la littérature de jeunesse, je m'inspire très fortement, je pars de citations ou de grandes idées de Nathalie Prince, donc dans son ouvrage théorique sur la littérature de jeunesse, puisqu'en fait, je me suis trouvée à le lire par hasard. Enfin, pas complètement par hasard, parce que j'avais bien vu qu'il y avait un colloque sur la question. Et au fur et à mesure de sa lecture, j'ai fait des bonds en me disant que quand même, il y avait des traits communs qui étaient assez impressionnants. Donc c'est en fait finalement le résultat de mes réflexions que je vais développer ici. Alors un premier trait commun, c'est celui de l'interactivité. Nathalie Prince dit « C'est ici le destinataire qui fait l'œuvre », comme souvent dans la littérature, je ne vais pas refaire écho, comme si la littérature de jeunesse était interactive, consacrant cette subjectivité enfantine vers laquelle la littérature de jeunesse a toujours semblé tendre. Alors par essence, le jeu de rôle est une activité interactive, dans la mesure, en fait j'étais un peu vite, dans la mesure où il y a interactivité entre le produit que vend l'éditeur et le meneur de jeu qui va lui-même faire sa propre sauce, et ensuite la pratique orale et pragmatique du jeu de rôle autour de la table, où finalement l'histoire qui est proposée par le meneur est explorée, modifiée, voire radicalement changée par les joueurs autour de la table. Et Nathalie Prince, à un moment, donne un portrait de l'enfant pendant la lecture que j'ai trouvé assez savoureux. L'enfant adopte une activité excentrique, extravagante, exagérée. Il n'écoute pas l'histoire, il réagit de manière originale et propre. Bon, ça, c'est pour le petit. Sinon inattendu à celle-ci, il s'intéresse et s'attarde selon son rythme à des détails sans considération de la diégèse, de l'ordre ou de la filiation. Et alors, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que finalement, ce portrait de l'enfant ressemble à celui du joueur turbulent, celui qui n'écoute pas, a une activité excentrique, extravagante, et même du joueur en général, les joueurs ont quand même une fâcheuse, ça dépend comment on prend la chose, mais ils ont tendance souvent à s'attarder sur des détails de l'histoire, de temps en temps passant à côté de l'histoire en elle-même, à faire des gros plans sur des détails, et donc finalement à s'intéresser à des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec l'histoire de départ. Voilà. Alors ma deuxième caractéristique, c'est l'énonciation double, que j'ai trouvée très intéressante. Nathalie Prince dit à un moment, les écrivains, les dessinateurs destinent donc diversement leur travail en fonction d'une part d'un médiateur qui va acquérir le livre et qui doit être vite séduit par une couverture, un titre ou une référence critique, et d'autre part en fonction d'un enfant auditeur-lecteur. Et alors ce qui est drôle, c'est que finalement ce principe d'énonciation double fonctionne dans le jeu de rôle, puisque les livres de jeux de rôle sont principalement achetés par ceux qui seront destinés à être meneurs, donc à tout lire et à mener la partie, donc ce que j'appelle le meneur-médiateur, qui en fait est la figure de l'adulte, voilà.
on s'entend, et qui va proposer cette histoire aux joueurs qui, eux, vont avoir une deuxième lecture, mais qui ne sera pas la même, et surtout, ils ne vont pas tout lire. Donc finalement, le livre de jeu de rôle doit s'adresser à la fois aux meneurs et à la fois aux joueurs, et cette préoccupation est souvent très présente dans les produits de jeu de rôle, puisqu'on a des livres pour le meneur, des livres pour le joueur, et à l'intérieur de certains livres, on a des passages qui sont balisés comme pouvant être lus par tout le monde, et d'autres passages qui sont balisés comme étant spécifiquement réservés aux meneurs. Voilà. Alors parfois, on a des erreurs d'aiguillage, mais globalement, cette double énonciation est bien balisée. Troisième caractéristique, c'est l'oralité. Il apparaît premièrement que la narration enfantine suppose la possibilité de sa reproduction orale, c'est de l'écrit qui peut être dit ou redit. Et effectivement, si on se penche sur les ouvrages de jeux de rôle, les marques d'oralité sont omniprésentes dans le jeu de rôle. On a des choses typographiques, on a de l'italique, on a évidemment des guillemets, on a un langage qui est assez oral, on a des passages qui sont dits parfois explicitement à lire, par exemple des répliques ou des dialogues entre personnages ou même des descriptions parfois. Souvent, on s'adresse au lecteur. Et souvent aussi, la voix des personnages non-joueurs, enfin les personnages non-joueurs sont représentés davantage par ce qu'ils disent. Donc on a un paragraphe qui est, disons, la citation type du personnage non-joueur, bien plus que par une longue description objective. Puisque finalement, c'est par l'oralisation de ces personnages qu'ils vont prendre vie. D'autre part, évidemment, le jeu de rôle est une pratique orale. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, ça me paraissait évidente. Et cette pratique orale n'est pas seulement narrative. Nathalie Prince souligne, en même temps qu'on lit, on commente, on contredit, on s'étonne, l'enfant n'est pas passible, il double l'écrit d'un exercice oral. Or, en fait, le jeu de rôle est une activité orale de narration, on raconte ensemble une histoire, mais aussi de commentaires. Nombreux sont les commentaires autour de la table sur la prestation d'un des joueurs, sur éventuellement s'il y a une ficelle de scénario énorme, quelqu'un va s'exclamer « Oh là, mais c'est n'importe quoi ». On a des commentaires sans fin sur les règles. Bref, le jeu de rôle qui, dans sa forme la plus pure, devrait être une activité orale, est aussi une activité métadiscursive de commentaires. On commente ce qu'on est en train de faire. Et en cela, et je reviendrai sur cette notion, j'ai trouvé que le jeu de rôle, comme la littérature de jeunesse, se rapproche de l'art de la narration théorisé par Walter Benjamin. J'ai trouvé ça dans l'article de Hans Eno Ewers. Et je reviendrai alors d'abord pour cette oralité et ensuite je reviendrai à la fin pour la sécurité métaphysique que procure ce type d'univers. Troisième trait pragmatique, la performance et la publicité. Publicité au sens de public. La littérature de jeunesse ne suscite pas de lecture immédiatement solitaire et silencieuse, elle est volubile, disserte, bavarde, c'est une lecture polyphonique, publique et donc, je le rajoute, une performance. Alors évidemment, la lecture orale et publique en fait est souvent utilisée dans le jeu de rôle. On lit, donc je l'ai dit, des passages du livre, des descriptions, on lit des dialogues, mais parfois aussi on lit des listes d'équipements ou des points de règles ou des points de l'univers autour de la table. Donc il y a régulièrement des passages de lecture orale tous ensemble. Et une partie de jeu de rôle est par essence aussi une performance unique. Ce qui fait que même si, alors on ne l'a jamais fait, enfin je ne crois pas, on réunissait le même groupe de joueurs avec le même meneur autour du même scénario, de toute façon, je pense qu'on aurait deux scénarios radicalement différents. Alors, tout meneur qui a fait jouer plusieurs fois le même scénario à un groupe de joueurs différents a déjà pu faire cette expérience très troublante, qu'en fait, on n'a pas du tout joué la même chose. Mais je pense que même en faisant des conditions d'expérience, en reprenant exactement les mêmes personnes, on aurait deux performances qui n'ont rien à voir. Ce serait une expérience intéressante. Et enfin, ça c'est la dimension publique un peu plus large encore, le jeu de rôle a de plus en plus une dimension publique puisque ses parties font aussi l'objet sur des forums, des sites ou pendant les conventions de récits. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'ouvrages sont commentés et on a même des récits de parties sur des forums ou des blogs qui se déroulent au fur et à mesure. Donc tout cela prend une dimension publique assez large. Donc ça c'était pour mes traits pragmatiques. Alors ensuite, on a des points de ressemblance très forts entre les supports. Les supports de la littérature de jeunesse et du jeu de rôle, alors évidemment du jeu de rôle, sont des supports ludiques. La littérature de jeunesse joue sur les formes, les matières, elle fait des montages, on a des livres pliages et parfois on a même des objets insolites qui sont glissés avec le livre. Évidemment, le jeu de rôle dans sa forme la plus traditionnelle a évidemment un support ludique, un écran, des dés et des fiches de personnages qui sont normalement fonctionnels, mais fonctionnent très vite comme un objet ludique sur lequel on griffonne, on dessine, on écrit des jeux de mots, etc.
Et à l'origine, et parfois dans certaines versions de jeu, ça dépend, on a aussi évidemment des figurines et des plans. L'objet livre du jeu de rôle, en fait, est aussi souvent conçu comme un support ludique, à savoir qu'il devient souvent un artefact fictionnel, selon la définition de Richard Saint-Gelais, puisqu'il abrite souvent des facsimilés de rapports d'autopsie, de témoignages, de journaux intimes, etc. Ce qu'on appelle des aides de jeu, qui sont donc des faux objets sortis du monde fictionnel. Donc pareil, je sais pas moi, des tickets de teinturerie, des boîtes d'allumettes, oui c'est ça, des journaux intimes. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Des plans, vous savez la carte au trésor, quoi, tout ça. Et on a même des livres qui sont parfois sortis du monde ludique. Je pense par exemple à la collection Ouroboros de Mnemos, qui a sorti des guides de cités qui étaient nés à la base de livres, d'ouvrages de jeunesse, enfin de jeunesse, on peut discuter, et qui ont donné lieu à un jeu de rôle, et le jeu de rôle lui-même a donné lieu à un guide de cette ville imaginaire. Donc je pense par exemple à Abîme ou à Kadat pour l'œuvre de Lovecraft. Donc l'objet livre même du jeu de rôle se veut ludique, on joue avec. On peut penser par exemple à la deuxième édition de Néphilim, où en fait l'intégralité du livre est traitée comme un gigantesque recueil de facsimilés. Donc on n'a que de l'écriture subjective en facsimilé. Et le jeu de rôle connaît aussi une multiplication des supports ludiques, en plus de la base traditionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure et des goodies. On a des jeux de cartes, et des jeux de cartes qui ne sont pas forcément les jeux de cartes traditionnels, qui les imitent, mais qui sont ressemblants, mais pas tout à fait. On a des plateaux pour poser ses cartes, pour pouvoir jouer avec. Et puis, on a l'envahissement du monde réel par toutes ces goodies. On a des bijoux. Je pense à l'édition des Lames du Cardinal. Donc, c'est le jeu de rôle qui est tiré des romans de Pierre Pével, où dans la boîte collector, on a une chevalière qui est la chevalière des Lames du Cardinal. Donc, les gens peuvent se trimballer avec leur chevalière. Ça fait très objet de reconnaissance entre rôlistes. Ou la besace, la réédition d'une grande campagne pour l'appel de Cthulhu, s'est retrouvée emballée dans une très belle besace en cuir avec juste un pentacle. Alors, effectivement, c'est pas très discret, mais une très belle besace en fait dont beaucoup de gens se servent dans la vie courante après. Alors évidemment, ça fait aussi signe de reconnaissance rôliste. Donc par exemple, l'exemple de support ludique dont je vous parlais des Lames du Cardinal, voilà la boîte collector. Elle est bleue, et donc vous avez tout au fond l'écran. Non, j'ai pas de flèche. Tout au fond de l'écran, par devant, on voit il y a des cartes d'un tarot. Alors, c'est pas vraiment le tarot, ça reprend un peu le tarot, mais c'est pas tout à fait lui. Il y a des noms différents. Vous voyez qu'on a des jetons, et puis on a les livres de jeux de rôle, et il y a même un plateau sur la gauche, et une carte du Paris de Pierre Pével, qui est à peu près le Paris du 17e, enfin à peu près. Voilà, donc dans une boîte, on se retrouve avec un large éventail d'objets ludiques qui n'ont pas forcément... qui n'était pas forcément indispensable à la pratique du jeu de rôle, mais voilà, on ludicise les choses. Et je vous ai mis la fameuse chevalière. Voilà, donc véritable chevalière des lames qu'on peut se procurer avec du vrai argent, tout ça, et porter dans la vraie vie. Alors, deuxième chose, deuxième point de contact des objets littérature de jeunesse et jeux de rôle, ce sont les illustrations. Nathalie Prince souligne l'image illustratrice peut apparaître comme l'une des spécificités de l'écriture jeunesse, et elle dit plus loin, l'album, elle fait une énumération, l'album, la bande dessinée, le pop-up ou livre à système, les imagiers et autres abécédaires, même les romans se laissent généralement illustrer, et la plupart des livres pour enfants comportent des images. Donc effectivement, l'image est importante pour le jeune lecteur à plusieurs seuils. On a le lecteur non lisant qui se raccroche aux images, on a le lecteur semi-lisant, pour qui l'image est finalement un aide-mémoire aussi, pour arriver à reconstituer ce qu'il arrive à lire, ce qu'il n'arrive pas à lire. Et puis pour celui qui sait lire, l'image est tout simplement une détente. Et puis c'est également une éducation esthétique. Et un seuil informatif et séducteur. Le jeu de rôle, lui, s'adresse à des lisants, à quelques exceptions près quand on fait du jeu de rôle pour les tout petits. Mais l'importance et la fonction des illustrations sont en fait assez similaires, ce qui est assez troublant. D'abord, on a l'effet seuil que constitue la couverture. Donc, il est le même. La couverture doit être à la fois informative. À quoi est-ce qu'on va jouer? Il faut qu'on ait quand même une vague idée et qu'on ne soit pas complètement trompé par l'extérieur. Et séducteur, puisque finalement, dans une boutique, on peut feuilleter le livre, mais comme il fait souvent 300 pages, il est quand même très difficile de se faire une idée de ce qu'il y a dedans. Et parfois, on achète des choses sur la couverture, un peu comme tout lisant. Les illustrations aussi sont centrales dans le jeu de rôle puisqu'elles facilitent le travail de l'imagination du meneur, puisque quand le meneur lit les livres de jeu de rôle, il doit se tailler une représentation du monde, donc il cède des images.
et des joueurs. Et l'intérêt évidemment des illustrations, c'est de se créer des référents communs entre les différents joueurs et le meneur pour qu'on n'imagine quand même pas tous des choses complètement différentes. Donc il y a une espèce d'ancrage imaginaire très important. Et du coup, alors ça c'est le contre-coup qui n'est pas forcément bon pour l'image, le rôle imparti narrativement à l'image reste minime. L'image est là pour expliciter ou clarifier un texte qu'elle se contente ainsi d'accompagner, de seconder. Et effectivement, quand on est dans la pratique, dans le travail d'éditeur de jeux de rôle, on se rend compte que l'illustrateur, il y a des exceptions parfois, certains auteurs travaillent de concert avec les illustrateurs, voire parfois l'illustrateur est premier, mais c'est très rare. En général, les auteurs ou les rédacteurs créent leur texte, font ce qu'on appelle un briefilus, entre guillemets, donc un petit texte expliquant ce qu'on veut comme illustration, et donnent la commande à l'illustrateur qui fait ce qu'il peut pour contenter les auteurs. D'où effet quand même, d'où rôle assez secondaire, ce qui est parfois un peu triste, parce que je pense que les illustrateurs ont aussi une belle imagination graphique. Et enfin, je souligne que le jeu de rôle utilise d'autres types d'images, plans, cartes, schémas. Et enfin, je fais aussi remarquer qu'il y a une illustration qui est absolument privilégiée dans le jeu de rôle, c'est celle de l'écran de jeu. Alors j'en ai mis là, non ça c'était couverture seuil. Alors l'écran de jeu, voilà, c'est cette espèce de paravent, on l'appelle aussi le paravent, qu'on déplie devant le meneur pour qu'il cache ses jets de dés, son petit matériel, il le cale avec son café. Et donc c'est une illustration privilégiée. Pourquoi ? Parce que finalement quand les joueurs se tournent vers le meneur de jeu, ce qui arrive dans 80% des cas, c'est la première image qu'ils voient, c'est même une image écran. Donc ils ne voient que ça, c'est finalement l'illustration fondamentale, celle qu'on regarde pendant toutes les parties, donc parfois pendant des centaines d'heures. Et donc cette illustration est absolument capitale. Alors j'en ai mis quelques-unes. On peut voir qu'il y a des styles extrêmement différents, du style abstrait sur la droite en noir avec Néphilim, l'illustration flamboyante pour Agone en haut à gauche. Vous avez une illustration juste en dessous plus réaliste, c'est celle pour l'appel de Cthulhu. Mais quand on regarde au fond, on voit des statues, elles sont euclidiennes, mais leur vue est peut-être insupportable. Et en dessous, j'ai mis un écran qui a une dimension beaucoup plus narrative avec des dragons. C'est celui de la nouvelle édition de Stormbringer qui s'appelle Moonblade. Voilà, d'où l'écran, c'est une illustration qui est évidemment centrale puisqu'on la regarde beaucoup. Je voulais parler des couvertures seuils, je sens que le temps glisse. Voilà, c'était pour montrer qu'il y a des seuils, et par exemple dans les éditions de Néphilim, on voit très vite que la couverture est aussi un indicateur, puisque la plupart des couvertures, comme vous voyez, sont de type plutôt abstraite, un peu ésotérique, bizarre. Sauf celle où on a un personnage qui était celle de la 3e édition du livre pour les joueurs, où la 3e édition se voulait revenir à quelque chose d'un peu plus super-héros et voulait attirer un public plus jeune. D'où une figuration sous la forme d'un personnage qui est quand même beaucoup plus facile à appréhender qu'un astrolabe étrange sur fond ésotérique de gravure. Voilà. Alors, je passe à des traits poétiques. De la poétique, donc de la littérature de jeunesse et du jeu de rôle. Alors la première chose, c'est le didactisme. Alors le didactisme en jeu de rôle, c'est quelque chose d'assez étrange, puisqu'en fait, les rôlistes sont finalement en situation artificielle d'apprenants quand ils sont face à un nouveau monde fictionnel ludique. C'est-à-dire que les enfants apprennent des choses sur le monde réel, le rôliste, lui, doit apprendre des choses sur un nouveau monde qui existe, donc ils sont quelque part, effectivement, en situation d'apprenant. Et si on regarde les livres de jeux de rôle, tout est mis en forme de manière, je pense, assez inconsciente. Je pense que personne s'est dit, oui, les rôlistes sont des apprenants, alors il faut hiérarchiser l'information. Non, non. Finalement, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école et qu'on a reproduit, je pense, comme ça. Le jeu de rôle est par essence didactique, donc il y a beaucoup de discours explicatifs, et délivre des informations qui sont toujours hiérarchisées. Donc découvrir un jeu de rôle, c'est découvrir un nouveau lexique. Donc généralement, les livres de base sont remplis de glossaires, voire des encarts, où on met des définitions. Les règles partent évidemment toujours du plus général, qui est le moteur de jeu. Pour réussir une action, on prend un des temps, hop, on le jette, il faut faire en dessous, point. Bon, ça c'est facile. Et au fur et à mesure qu'on dérive dans les règles, on se met à entrer dans des considérations de plus en plus byzantines, jusqu'au moment où on fait des extensions de règles dans d'autres livres qu'on vous vend, et où là ça devient très très byzantin. Et pareil, la description du monde part évidemment du plus large, la description du monde en général qui a un niveau de détail extrêmement grossier, et au fur et à mesure des extensions du jeu entre dans le détail jusqu'à baliser carrément des quartiers ou des villes, voire des appartements. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'en effet retour, certains suppléments de jeux de rôle qui sont plutôt réalistes, alors on ne peut pas forcément dire que Cthulhu et l'univers de Lovecraft soient réalistes, mais enfin quand même il y a un fond de réalisme,
Certains suppléments de jeux de rôle sont du coup, à l'inverse, très proches des encyclopédies historiques. Je pense justement à Cthulhu qui sort des extensions sur les années 20, sur 1890. Ils ont sorti un supplément de 400 pages sur le Londres des années 90. Autant dire qu'on est quand même très très proche du livre d'histoire, surtout qu'on croise peu de créatures Lovecraftiennes et beaucoup de reproductions de gravures d'époque sur la taille des moustaches, quel chapeau portait-on, les robes des femmes, les vestes des hommes, quelle canne adopter, qu'est-ce que c'est qu'une canne épée, etc. Donc finalement, le didactisme rôliste parfois se double même d'un didactisme historique assez drôle. Alors, deuxième trait poétique commun, c'est le personnage, qui est central à la fois dans la littérature de jeunesse et dans le jeu de rôle. Alors, en littérature de jeunesse, Nathalie Prince fait remarquer que le personnage est plus fonctionnel que mimétique. Alors du coup, je peux m'interroger sur cet équilibre dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, on a un équilibre entre fonctionnalisme et mimétique. À savoir qu'un personnage de jeu de rôle, à l'origine, est fonctionnel. Il sait, 1, se battre, ou 2, baratiner des gens, ou 3, séduire, 4, aller voler des gens, être discret, enfin bref. C'est une fonction. Qu'est-ce que je vais faire autour de la table? Comment est-ce que je vais agir sur le monde autour de moi? D'où tout cela est retransmis par des listes de caractéristiques ou d'attributs. Est-ce que je suis grand? Est-ce que je suis petit? Fort? Beau? Pas beau? Intelligent? Pas très intelligent? Sachant que l'intelligence, c'est toujours quelque chose d'extrêmement délicat à manier en termes de jeu, puisqu'on a un joueur derrière qui, lui, a un cerveau. Et par une liste de compétences ou de traits. Bref, qu'est-ce qu'on sait faire? Par ailleurs, le personnage de jeu de rôle, on lui impose aussi quand même une certaine enveloppe mimétique. Qui je suis, comment je m'appelle, c'est indispensable. Quand est-ce que je suis né, quel est mon passé, quelle personne connaît. Enfin bref, un personnage de jeu de rôle, c'est aussi une fiche d'état civil à la Balzac. Et donc on est dans un équilibre. L'équilibre étant, à mon avis, trouvé lorsque le fonctionnalisme, enfin quand le mimétisme renvoie à du fonctionnalisme. Par exemple, dans Vampire, vous avez des traits de caractère principaux, qu'on appelle la nature, et quand vous jouez votre nature, vous regagnez des points de volonté qui vous permettent de faire de meilleurs jets. Du coup, en fait, on a à la fois un mimétisme, une fonction mimétique qui va donner un trait à un personnage, mais qui a une fonction dans le jeu, qui va lui permettre de mieux réussir certaines choses. De même, on peut investir des points pour avoir des contacts, des alliés, ce qui finalement définit un carnet d'adresses, donc c'est plutôt mimétique. Seulement, ça a une fonction, puisqu'on appelle ses alliés selon des règles très précises pour venir nous aider dans la fiction. Du coup, il y a vraiment un grand rapport entre les deux. Deuxième chose, le personnage de littérature de jeunesse est un être désirant, comme s'il n'était réduit à n'être que l'élément cohérent, le fil directeur d'une intrigue assimilée à une quête, celle du désir. Alors la quête et le désir du personnage de jeu de rôle, ça me paraît être très important parce que ça motive son action et ça dissimule l'artifice de la fiction. Il n'y a rien de pire qu'une table de joueurs qui n'a aucune motivation et qui va faire le scénario parce qu'ils sont là pour jouer. Hein. Alors ils n'ont aucune raison de le faire, mais ils vont y aller parce que quand même ils sont là pour jouer, sinon il n'y a pas de scénario, on ne va rien faire. Et voilà. Et donc ça c'est vraiment le pire. Donc on essaye de donner des motivations aux joueurs. Je vais sauver la princesse parce que c'est ma cousine. Ou je vais aller faire la mission qu'on me donne parce que j'ai besoin d'or pour comploter contre mon père ou je ne sais pas quoi. Ce désir maintenant est souvent inscrit dans le dispositif du jeu lui-même. On joue soit des néphilim ou des vampires qui cherchent un état de pureté originelle. On peut jouer des inspirés qui se battent contre les méchants du masque. On peut jouer des flics, ça c'est facile, on résout des enquêtes, c'est notre travail. On peut jouer des investigateurs. Voilà, on cherche des choses sur le mythe de Cthulhu. Alors, quand on croise un profond, on y va parce qu'on a une vraie motivation. On est investigateur, quoi. Voilà. Donc ça, souvent, pareil, c'est le dispositif du jeu qui met en avant cette motivation, histoire qu'on dissimule un peu l'artifice de la fiction. On n'est pas juste autour d'une table pour jouer. Et troisième point, l'identification trouve son accomplissement quand le personnage vieillit au sein même de l'œuvre en suivant l'âge de ses lecteurs. Le vieillissement du personnage, c'est un mécanisme important et il est même capital dans le jeu de rôle puisque en vieillissant, le personnage finalement devient plus mimétique que fonctionnel. Il commence à acquérir, alors il a perdu des proches, il a perdu des membres, il a des cicatrices, enfin il a un passé tragique, etc. Au point même que parfois on se retrouve avec des personnages qui sont beaucoup moins fonctionnels parce que du coup ils savent faire beaucoup moins de choses, mais auxquels on est beaucoup plus attaché parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la réalité d'une personne. Et cela d'autant plus qu'il y a un effet de temps qui est très important, enfin qui est très intéressant à mon avis, c'est que le passé du personnage, donc ses aventures, se superposent au passé du joueur. Puisqu'en fait, ces aventures du personnage, c'est aussi du temps qu'il a passé à jouer autour d'une table avec un groupe d'amis. Et en plus, ces amis sont les témoins
de se passer du personnage. Du coup, il y a quelque chose de très très fort sur la temporalité qui se crée. D'où parfois les drames où on a expliqué que les héroïnes devenaient fous parce que leur personnage était mort. Bon, je pense qu'on va peut-être pas parler de ça. Mais effectivement, il y a un investissement affectif qui est souvent très très fort du fait de cette prise de réalité du personnage qui est en rapport avec le temps qui y est passé, et notamment le temps que les joueurs passent autour de la table. Enfin, intertextualité et stéréotypie, et là, tempus fugit. La littérature de jeunesse est un vaste champ d'intertextualité. Son fonctionnement poétique serait établi sur des codes précis de reprise, d'écho, de répétition, donc c'est toujours Nathalie Prince, et de récurrence qui sans doute contribuent à produire de la stéréotypie. Je souligne que ce fonctionnement est à la fois un outil didactique, on apprend des grandes catégories, le grand méchant loup, les petits cochons qui sont un peu pas très malins, tout ça. Un outil de concision, ça permet d'aller au cœur de l'action très vite, et une ouverture vers la variation. Après, on peut jouer avec les stéréotypes. On retrouve ce rapport à l'intertextualité et à la stéréotypie dans le jeu de rôle, et ce, par exemple, dès la création des personnages, puisqu'on peut jouer... Alors, au départ, on jouait 3 stéréotypes, qui étaient les mêmes dans le jeu vidéo d'ailleurs, qui sont en fait la reprise des 3 grandes catégories indo-européennes, hein, le mage, le guerrier, le voleur. Ce sont les 3 fonctions indo-européennes, tout simplement. On peut jouer aussi des stéréotypes un peu culturels, alors par exemple liés aux éléments. Dans Néphilim, on joue des Néphilim qui sont reliés aux 4 éléments, plus un 5e qui est la lune. Évidemment, le feu, c'est plutôt la guerre, et l'air, c'est plutôt l'intelligence. Et puis, on a aussi des systèmes de création de personnages avec des croisements. Par exemple, dans Les Lames du Cardinal, on prend 2 stéréotypes et on les croise pour faire un personnage. Donc des stéréotypes du XVIIe siècle, puisqu'on joue dans l'univers de Pévelde, on peut croiser un mousquetaire et un libertin. Et pof, on joue un mousquetaire libertin. Voilà, ce qui est plutôt assez bien fait. Et même dans les livres de jeux de rôle, les livres de base, on a souvent ce qu'on appelle les personnages prétirés qui sont rien d'autre finalement que la concrétisation des stéréotypes qu'avaient les auteurs quand ils ont créé ces classes-là. Voilà, c'est une espèce de guide. Alors vous jouez un guerrier, ben voilà ce que vous pourriez faire, bla. Vous pourriez faire différemment aussi. L'intertextualité de la littérature de jeunesse provient de références souvent scolaires, alors scolaires au sens très large du terme. Hein. Souvent, c'est aussi les parents qui fonctionnent comme ça, mais les fables, les contes, tout ça, enseignées dès le plus jeune âge, donc par différents canaux. C'est pas que l'école, heureusement. Ou malheureusement, je ne sais pas. L'intertextualité et la stéréotypie dans le jeu de rôle vient plutôt de ce qu'on appellerait la culture geek avec David Perron. Et fonctionne sur le principe d'écart minimal, alors sur un principe d'écart minimal qui n'est pas forcément celui qu'entendait Marie-Laure Ryan à propos des mondes fictionnels et des mondes possibles. Donc je rappelle de quoi il s'agit. Donc ce principe d'écart minimal, j'ai repris la formulation de Françoise Lavocat parce qu'elle est très claire. Selon ce principe qui permet d'évaluer les propositions concernant des mondes textuels, le lecteur remplit les blancs du texte en imaginant le monde fictionnel aussi proche que possible du monde actuel. Donc on dit, voilà, il y a un château, et là, pouf, on balance un château du monde réel, à moins qu'on nous dise que les châteaux dans ce monde-là sont ronds. Auquel cas, on va recentrer la chose. L'import d'informations en provenance du monde actuel n'est bloqué que quand cette information contredit, donc les châteaux ronds, les vérités établies par le texte pour le monde fictionnel. Alors il me semble que ce principe d'écart minimal n'est pas exactement le même, ne fonctionne pas exactement ainsi dans le jeu de rôle, puisqu'il me semble que l'un des modes de référence de ce principe d'écart minimal est celui de la culture geek. C'est-à-dire que l'encyclopédie de référence pour ce principe d'écart minimal n'est pas nécessairement l'encyclopédie réelle du lecteur, mais bien plutôt un tissu de référence xéno-encyclopédique, là je reprends les concepts de Saint-Gelais, qui fait sens pour la communauté rôliste. On peut très facilement dire, voilà, c'est un vaisseau comme l'étoile noire, point. Et là, la référence, elle n'est pas faite sur le monde réel, mais elle est bien faite sur un monde fictionnel, mais qui est commun à tous les gens qui sont autour de la table. Ça va très vite, c'est très pratique. Mais effectivement, le monde de référence, c'est pas le nôtre, c'est quand même celui de Star Wars. Oui, voilà, je savais bien que c'était trop long, comme d'habitude. Mais j'ai bientôt fini. Alors, ça permet du coup, je vais passer sur Nathalie Prince. Tout ça permet une gestion économique de la fiction et de la narration. Donc, en effet, le jeu de rôle a besoin d'une certaine rentabilité narrative. D'abord parce que c'est une pratique d'improvisation. Du coup, le meneur de jeu ou les joueurs, mais surtout le meneur, quand on lui demande on entre dans une auberge, elle n'était pas forcément prévue ou décrite dans le scénario ou dans le livre, il faut qu'il improvise une auberge. Et du coup, en improvisant, forcément, il puise dans ce fond de référence intertextuelle et stéréotypée de l'aubergiste bedonnant, de la jolie petite serveuse avec la jupe un peu courte et à la poitrine opulente, etc. Bon, c'est un peu machiste ce que je viens de dire. C'est pas très gender study.
Mais en plus, oui, non. D'autre part, on a aussi un problème de multiplication. Il faut se rendre compte qu'un scénario de jeu de rôle, c'est beaucoup plus long qu'un scénario de cinéma. Alors quand on voit le temps que prennent par exemple parfois les scénaristes, voilà, c'est beaucoup plus long qu'un scénario de cinéma, et surtout à partir d'un monde fictionnel de jeu de rôle, on va créer un nombre de scénarios invraisemblables par rapport à ce qu'on ferait au cinéma avec un même monde fictionnel. Du coup, il faut quand même s'appuyer sur une certaine rentabilité économique du jeu de rôle pour pouvoir créer 5, 10, 15, 20, 25 histoires dans le même monde. Ce qui est quand même pas forcément évident. D'où, évidemment, de temps en temps, on fait appel à, enfin souvent, on fait appel à de l'intertextualité, de la stéréotypie, ne serait-ce que parce que il faut avoir une rentabilité narrative bien supérieure à beaucoup de médias, en fait. Et plus profondément, probablement que cette intertextualité, cette stéréotypie relève d'un besoin de stabilité métaphysique, peut-être, face à la complexité du monde. Le jeu de rôle est une narration sérielle au long cours qui repose donc sur l'intertextualité et la stéréotypie. Et, alors je cite Anne Besson. Anne Besson expliquait dans sa thèse « Le but ultime de l'activité, alors elle disait de lecture, mais je vais dire fictionnelle, est de fournir en contrepoint des complexités de l'existence humaine des modèles d'une conciliation efficace, d'une cohérence possible contre le chaos quotidien, et de résoudre le dilemme de l'identité, où le sujet se veut toujours identique à lui-même dans la diversité de ses états successifs. » Et si on donne crédit à Anne Besson, on peut se dire que, en tant que narration sérielle, intertextuelle et un peu stéréotypée, le jeu de rôle constituerait alors une expression privilégiée de cette quête de sens et de stabilité dans le monde qui nous entoure. Et du coup, je reviens à Walter Benjamin. Par ce fond de sécurité métaphysique, le jeu de rôle, comme la littérature de jeunesse, appartiendrait bien à la catégorie de ce qu'il appelle l'art de la narration et qu'il oppose au roman moderne, bourgeois, qui naît au 17, 18, 19e siècle, surtout 19e. Alors, en conclusion, et je n'ai dépassé que 2 minutes, donc il existe bien des points de ressemblance entre le jeu de rôle et la littérature de jeunesse. Il s'explique probablement par la filiation qui est désormais très lointaine au point qu'on a tendance à l'oublier, en fait, qui permet de repenser, ça c'est pour les théoriciens du jeu de rôle comme moi, de repenser certains données du jeu de rôle qui paraissent évidents et qui en fait ne le sont pas et qui viennent très probablement de cette filiation. Et ces similitudes me semblent être la marque de la réjuvénation des cultures et des pratiques adultes qui viennent puiser de plus en plus aux sources de la culture d'enfance. Je vous remercie.